Ben, on a déjà au moins, Hmm. les gens sont en train d'entrer, hein. Hmm. On va pas être seul. Voilà, Myriam, Très Christophe, bien. je pense que, Myriam, tu pourras commencer. Moi, je vais vous laisser parce qu'il est temps. Ok. J'attends encore un tout petit peu, non? On va attendre que les gens C'est toi qui viennent. dirige. C'est plus moi. D'accord. Ok, ça marche. Je pense que Salut ça me... Yannick, merci. pense à 17h 5 minutes, on commence. Il y a 25 participants, ça va venir. Ça vous va? Uh, You can begin the webinar. We've got participants. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, on remercie le groupe des jeunes néphrologues africains de nous avoir associés à ce webinaire. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Christophe Bobby, donc de Belgique. Il travaille au CHU de Liège et il va nous parler donc des lésions élémentaires jusqu'au diagnostic étiologique. Alors, le professeur Bovy, il est néphrologue depuis 2004. Il est diplômé de l'Université de Liège. Il est titulaire d'un PhD sur le métabolisme du fer dans l'érythropoïèse et il a eu une formation en néphropathologie à Louvain. Donc, actuellement, il s'occupe de la dialyse péritonéale, de la dialyse extra-hospitalière, des néphropathies glomérulaires et de la néphropathologie. Donc, il a aussi une activité de Doppler vasculaire, donc tout ce qui est greffon, artère rénale et fistule, après donc une formation à Lyon. Donc, il est essentiellement clinicien, mais bien sûr, il participe aux essais cliniques en collaboration avec ses collègues. Donc, à vous, professeur Bobby, je vous cède la parole. Merci Myriam et merci à Yannick de m'avoir invité à vous parler de néphropathologie. La tâche est difficile puisque je vais essayer sur une heure de vous faire découvrir la néphropathologie telle que moi je la vois, c'est-à-dire un côté un peu simpliste peut-être de la néphropathologie, mais sur une heure on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Donc l'idée principale de cet exposé, c'est de vous montrer les lésions élémentaires, donc les différentes choses qu'on peut voir anormales dans une biopsie rénale, et à partir de la combinaison de ces différentes lésions élémentaires, d'arriver à un diagnostic nosologique, pathologique, pas toujours clinique, mais en tout cas anatomopathologique, puisqu'il y a quand même des diagnostics pathologiques qui demandent après de retourner vers la clinique. Ah, voilà. En général, on considère que pour qu'une biopsie soit significative, il faut qu'on ait au moins 10 glomérules, surtout pour les maladies qui sont focales. Quand on a des maladies diffuses, un seul glomérule peut permettre de poser le diagnostic, mais il y a des diagnostics comme diagnose segmentaire et focale où on peut rater le diagnostic si on n'a pas au moins 10 glomérules dans l'échantillon. On a l'habitude chez nous d'utiliser deux ou trois prélèvements. Chez nous, on n'en fait que deux, mais la plupart des centres font un troisième prélèvement. On a un prélèvement qui est conservé dans du formol pour la microscopie optique et enchâssé dans la paraffine. Après, on peut utiliser un fragment dans une compresse humide pour la congélation, pour les immunohistochimies quand on utilise l'immunofluorescence. Nous, on utilise l'immunoperoxydase, je vous montrerai après à quoi ça ressemble, et on fait un fragment dans la glutaraldéhyde pour une éventuelle microscopie électronique lorsqu'on considère que ça va apporter quelque chose au diagnostic de plus que la microscopie optique et l'immunohistochimie. Alors, on utilise en général trois ou quatre colorations. La coloration de base, c'est l'hématoxylinéosine qui est en haut à gauche. C'est une coloration qu'on a directement le lendemain du prélèvement, qui nous permet de faire un diagnostic rapide lorsqu'il y a des choses évidentes ou des pathologies très aiguës. On a donc directement l'hématoxylinéosine et puis on utilise une coloration par le PAS et une coloration jaune, c'est-à-dire une imprégnation argentique avec une contre-coloration
par l'hématoxyline qui permet de bien mettre en évidence les membranes basales, le tissu conjonctif et les membranes basales tubulaires. Au niveau immunologique, on peut utiliser soit l'immunofluorescence, qui est un petit peu la technique de référence. Nous, on a l'habitude d'utiliser l'immunoperoxydase. Vous voyez que ça met en évidence le même genre de dépôt. L'avantage de l'immunoperoxydase, c'est que les lames peuvent être gardées et regardées à nouveau autant de fois qu'on le veut, tandis que l'immunofluorescence, une fois que la lame a été vue, elle est jetée. On utilise un panel qui est un panel du complément C1Q, C3D, C4D et les immunoglobulines A, G et M. Ça, c'est fait systématiquement sur toutes les biopsies rénales que nous avons. On a aussi la possibilité de faire les chaînes légères, lambda et kappa, et d'autres anticorps monotypiques plus spécifiques en fonction des différentes pathologies, notamment les glomérulonéphrite membraneuses, où on peut chercher le PLA2R, ou les glomérulonéphrite fibrillaires, où on peut rechercher le DNAJ-B9. Donc, on a des anticorps qu'on utilise de manière spécifique à la demande en fonction des premières analyses. La microscopie électronique, elle est utilisée dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque l'image optique est strictement normale et que ça ne permet pas d'arriver à un diagnostic parce que seule la microscopie et l'ultrastructure est anormale. C'est le cas, par exemple, des glomérulonéphrite à lésions minimes où on a une microscopie optique strictement normale, mais des effacements diffus des pédicelles des podocytes en microscopie électronique. L'autre cas de figure, c'est lorsque on a une image qui peut être due à différentes pathologies. On a ici, par exemple, une glomérulonéphrite membranoproliférative. Alors, cette image peut être secondaire soit à des dépôts sous-endothéliaux, comme dans un lupus, par exemple, ou à une dense deposit disease, comme lorsqu'il y a un C3 nephritic factor, et on ne peut faire la différence qu'avec la microscopie électronique. C'est donc la raison pour laquelle il y a des cas où on fait la microscopie électronique et des cas où on ne fait pas la microscopie électronique. On a tendance à en faire un peu trop probablement, mais au moins on n'a pas trop de surprises dans les diagnostics. Alors on va passer en revue les trois types de tissus qui sont disponibles au niveau du rein. Il y a les glomérules, je finirai par les glomérules parce que c'est la grosse partie de la néphropathologie. Et puis, il y a le tissu tubulaire interstitiel et les vaisseaux. On va passer très rapidement sur les vaisseaux. On va passer un tout petit peu plus de temps sur le tissu tubulaire interstitiel, bien que les choses soient assez simples et peuvent être assez limitées. Donc, le tissu tubulaire interstitiel normal au niveau rénal, c'est des tubes accolés les uns aux autres, tubes proximaux qui n'ont pratiquement pas de lumière visible, des tubes distaux un peu avec un épithélium plus cuboïde et plus basophile que les tubes proximaux. Et on ne voit pratiquement aucun interstitium. Cet interstitium est virtuel, il n'existe pratiquement pas. Les anomalies qu'on peut voir au niveau du tissu tubulaire interstitiel, c'est d'une part ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë, donc c'est dû à des lésions toxiques ou ischémiques et ça va se manifester par un élargissement de la lumière des tubes, un aplatissement des épithélias et une perte de la bordure en brosse des cellules épithéliales. Parfois la membrane basale est complètement mise à nu, comme on peut le voir ici dans le tube qui est en dessous et au milieu, il n'y a plus du tout de cellules le long de la membrane basale tubulaire. Donc ça, c'est de la nécrose tubulaire aiguë. Les, euh, les pathologies les plus fréquentes au niveau du tissu tubulaire interstitiel sont des néphropathies tubulaires interstitielles aiguës ou chroniques. Les néphropathies tubulaires interstitielles aiguës se caractérisent par des infiltrations cellulaires inflammatoires, ici principalement mononucléées dans l'interstitium. Donc ceci, c'est l'interstitium. Vous avez un tube dans le coin supérieur gauche, un autre tube qui est au milieu, et on a ces cellules épithéliales qui vont infiltrer les épithéliats tubulaires avec une destruction progressive du tube et même des disruptions de la membrane basale tubulaire montrée par la flèche ici.
Autre pathologie qu'on peut voir au niveau tubulaire, ce sont des cylindres. Et ce cas est ici un cas de cylindres myélomateux. Donc, ce sont des grands cylindres amorphes fracturés et on peut voir parfois des réactions cellulaires autour des cylindres. Ces réactions cellulaires peuvent être parfois même avec des cellules géantes multinucléées. On verra ça peut-être tout à l'heure. On peut aussi y avoir des cristaux dans les lumières tubulaires, des cristaux, par exemple, d'oxalate ou des calcifications intratubulaires. Lorsque les tubes sont lésés de manière plus définitive, ils finissent par s'atrophier et on a alors des tubes qui deviennent plissés avec des membranes basales épaissies. Ici, il y a encore des signes d'activité d'une néphropathie tubulo-interstitielle avec pas mal de lymphocytes dans l'épithélium tubulaire. Et vous voyez ici que l'interstitium est fibrosé, il apparaît alors qu'il était normalement virtuel. Ici, il y a une fibrose interstitielle avec probablement aussi un peu d'œdème. Donc, la classification des néphropathies tubulo-interstitielles va principalement dépendre de la présence ou de l'absence de lésions associées. S'il y a des lésions associées, qu'elles soient lésions vasculaires ou glomérulaires, on se retrouve dans un contexte de néphropathie tubulo-interstitielle secondaire. S'il n'y a aucune lésion associée, on est dans le contexte d'une néphropathie tubulo-interstitielle primaire. Ces deux types de néphropathie peuvent être soit aigus, avec de l'œdème, de l'inflammation, des infiltrations des épithéliats tubulaires, donc la tubulite, ou de la nécrose, soit chroniques, avec de l'atrophie et de la fibrose. On peut très bien avoir des signes aigus et des signes chroniques dans la même biopsie. Forcément, les tubes qui ont été fortement lésés deviennent des tubes atrophiques et en général, la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire sont les meilleures corrélations qu'on peut avoir avec la fonction rénale résiduelle du patient. Alors, ces néphropathies tubulo-interstitielles aiguës, elles peuvent être de différents types, hein. Elles peuvent être virales ou immunes avec des infiltrats principalement lymphomononucléés, comme on l'a ici, sans qu'on puisse dire sur base de la biopsie quelle en est l'étiologie. On peut maintenant faire des marquages pour l'IgG4 dans les néphropathies à IgG4 qui sont des néphropathies qui sont un peu devenues communes chez nous. Les infiltrats peuvent être des polynucléaires comme ici à gauche, et ça c'est une pyélonéphrite aiguë, donc c'est un phénomène tout à fait infectieux avec de nombreux cylindres leucocytaires dans les lumières tubulaires. On peut avoir des néphropathies tubulo-interstitielles immunoallergiques en réaction à la plupart des médicaments. Les médicaments les plus classiques sont les diurétiques, les anti-inflammatoires ou les antibiotiques. Et alors on voit ici que ces infiltrats sont majoritairement, ou en tout cas contiennent de nombreuses cellules polynucléaires et eosinophiles. Et nous avons ici en Europe, je ne sais pas si c'est le cas pour vous en Afrique, des zoonoses, des hantaviroses, où on a des hémorragies massives au niveau de l'interstitium. Toutes ces cellules ici sont des globules rouges. C'est une maladie qui est médiée par les petits rongeurs et qui donne des insuffisances rénales aiguës avec des atteintes hépatiques en général. Les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques sont principalement dominées par de l'atrophie. Donc ici, on n'a presque plus de structure tubulaire autour de ce glomérule. On a un tissu très fibreux qui reste inflammatoire. Et on a à gauche une coloration par le trichrome qui montre en bleu toute cette fibrose interstitielle avec disparition des structures tubulaires viables. Les néphropathies tubulo-interstitielles secondaires peuvent être dues à des maladies métaboliques, on ne va pas toutes les revoir. Ça peut être dû à des maladies systémiques, on est donc vraiment dans un contexte secondaire parce que la plupart du temps, il y a des lésions glomérulaires associées. Mais ça peut aussi être des lésions liées à des néoplasies, comme dans le myélome, avec des maladies de cylindres myélomateux. Vous voyez ici un cylindre avec une réaction à cellules géantes et ces cylindres fracturés. On peut aussi avoir des infiltrations par des cellules leucémiques ou lymphomateuses, comme vous le voyez ici, avec un PET scanner qui fixe très très fortement uniquement au niveau rénal. C'est un cas qu'on avait publié il y a des années dans le Lancet.
Alors, on va passer rapidement sur les vaisseaux. Les vaisseaux normaux ressemblent à ceci, c'est-à-dire un endothélium avec des cellules endothéliales qui ont des petits noyaux assez denses qui sont protrusifs dans la lumière vasculaire. Il y a une limitante élastique interne et puis une couche de média qui est une couche musculaire qu'on peut voir aussi ici dans une artériole où il n'y a pas de limitante élastique, mais on a une seule couche de cellules myofibroblastiques qui forment la média de cette artériole. Les pathologies les plus fréquentes chez nous au niveau vasculaire, c'est la néphroangiosclérose. Alors la néphroangiosclérose, ça se manifeste par un épaississement de la paroi vasculaire qui finit par rétrécir le vaisseau, allant jusqu'à parfois l'occlusion du vaisseau, et on a une multiplication de la limitante élastique. On a des dépôts hyalins protéiques dans les petites artérioles. Après ça, évidemment, les glomérules sont moins vascularisés, ils sont collapsiques et il y a un plissement des membranes basales où ils deviennent sclérotiques et obsolescents. Une chose que vous devez voir beaucoup plus souvent que nous en Afrique, c'est l'hypertension artérielle maligne, pour deux raisons. D'une part, parce que vous voyez des pathologies probablement plus avancées que nous au niveau hypertensif, mais aussi parce que dans la population africaine, l'hypertension artérielle est souvent plus réfractaire et plus sévère. Et l'hypertension artérielle maligne va se manifester par une microangiopathie thrombotique, c'est-à-dire des épaississements vasculaires, des thromboses des vaisseaux et un aspect en pelure d'oignon des petites artérioles avec une multiplication des couches de cellules musculaires. Dernière chose qu'on peut voir au niveau vasculaire, ce sont les emboles de cholestérol. Les emboles de cholestérol, ça arrive souvent à la suite de manœuvres endovasculaires ou après une chirurgie vasculaire. Et on a une embolisation des plaques athéromateuses dans les petits vaisseaux. On va les voir principalement sous forme de fantômes parce que ça disparaît avec le traitement alcoolique de la biopsie. Et on a ces formes d'aiguilles avec une réaction cellulaire au pourtour et une thrombose du vaisseau qui donne ces emboles de cholestérol. Alors, la grosse partie de ma présentation va être sur les pathologies glomérulaires et on va commencer par revoir un peu la structure du glomérule normal parce que je pense que c'est très important. Donc, vous connaissez cette structure. On a un lacis de capillaire glomérulaire qui provient d'une artériole afférente et qui s'évacue vers une artériole efférente. Ce lacis capillaire est soutenu par des axes mésangiaux qui sont des cellules mésangiales et de la matrice collagénique au niveau mésangial. Il y a une membrane basale qui va courir d'un capillaire à l'autre et cette membrane basale va être couverte de cellules épithéliales qui s'appellent les podocytes et qui ont une différenciation très spécifique avec des petits pédicelles qu'on va revoir plus loin. Donc voilà, quand on prend un capillaire glomérulaire, le sang circule dans le capillaire, il est donc en contact avec un endothélium. Cet endothélium est fenestré. Il y a de petits trous dans l'endothélium. La membrane basale va courir d'un capillaire à l'autre et je pense qu'il est très très important de se rendre compte qu'il n'y a pas de membrane basale entre l'endothélium vasculaire et l'axe mésangial. Ce qui veut dire que les macromolécules telles que les complexes humains vont pouvoir passer vers le mésangium. C'est le cas par exemple de la néphropathie à IgA ou des complexes humains dans le lupus, par exemple, ces complexima peuvent passer soit vers le mésangium, soit sous l'endothélium, c'est-à-dire passer par les petits trous et se retrouver sous l'endothélium. Les anticorps de plus petite taille, tels que les IgG, comme on le retrouve dans les glomérulonéphrites membraneuses, sont suffisamment petits que pour passer la membrane basale et se retrouver entre la membrane basale et le podocyte et venir léser ce podocyte. Donc on a vraiment une physiopathologie différente en fonction de la taille des anticorps et des complexes humains qui sont mis en cause dans la pathologie. Si on regarde au niveau ultrastructurel, c'est-à-dire en microscopie électronique,
On voit bien cet endothélium fenestré ici avec des réels trous dans l'endothélium, la membrane basale glomérulaire et les pieds podocytaires entre lesquels on a cette structure protéique qui est la forme de filtration glomérulaire qui est telle des petits barreaux d'échelle tels que vous les voyez ici, excusez-moi, et qui va être la véritable limitation à la filtration des protéines. Les différentes anomalies qu'on peut voir dans les glomérules, c'est d'abord des anomalies de cellularité, c'est-à-dire de la prolifération cellulaire. Alors, il y a différents types de cellules qui peuvent proliférer dans un glomérule. Le premier type de cellule qui peut proliférer, ce sont les cellules mésangiales, et c'est l'image que vous avez ici sur un PAS, avec un excédent de cellules mésangiales dans les axes mésangiaux et des capillaires qui restent bien perméables et bien ouverts. On peut par contre avoir ce qu'on appelle une prolifération endocapillaire, qui est un mauvais terme, mais c'est le terme français pour ce type de lésion, c'est-à-dire un comblement des capillaires glomérulaires par des cellules qui sont en réalité des cellules inflammatoires et pas des proliférations d'un type cellulaire. On peut avoir aussi une prolifération des cellules épithéliales pariétales, c'est-à-dire les cellules épithéliales qui recouvrent la capsule de Bowman, et c'est ce qu'on appelle la prolifération extracapillaire ou la formation de croissants épithéliaux tels qu'on l'a dans les vascularites. On reviendra sur tout ça après. Et le dernier type de cellules qui peut proliférer, ce sont les cellules podocytaires, avec un collapsus de la touffe glomérulaire sous-jacente. Et le prototype de cette prolifération podocytaire et du collapsus glomérulaire, c'est la néphropathie associée au HIV, au sida. Ensuite, on peut avoir des dépôts, les dépôts amorphes, qui peuvent être situés dans le mésangium. Alors, on a ici deux images de néphropathie diabétique. La première est une néphropathie diabétique relativement débutante avec un épaississement du mésangium qu'on voit très clairement. La cellularité est relativement normale. On a une sensation d'excès de cellules ici, mais c'est probablement une fausse sensation. Et puis, dépôts deviennent nodulaires et c'est les nodules de Kimmel-Still-Wilson au moment où la glomérulosclérose diabétique devient très avancée. C'est souvent associé à des lésions d'hyalinisation artériolaire telles qu'on l'a ici sur la droite de l'image. On peut avoir d'autres types de dépôts amorphes dans le glomérule. Ici, sur cette image, c'est une image d'amyloïdose rénale avec une destruction du glomérule par d'importants dépôts amorphes. Les dépôts, ils peuvent aussi être le long des membranes basales. Alors, on a ici une image d'épaississement de ces membranes basales par du tissu amorphe. Il s'agit ici d'une glomérulonéphrite fibrillaire. Et ici, en hématoxylinéosine, on a l'impression d'enraidissement et d'épaississement de ces capillaires glomérulaires, de la paroi des capillaires glomérulaires. Et c'est une glomérulonéphrite membraneuse. Au niveau des membranes basales, il y a encore deux anomalies qu'on peut voir. Ce sont les spikes, donc les pics qu'on a ici, ou les images en barreaux d'échelle qu'on peut voir dans les glomérulonéphrite membraneuses, ou la présence de doubles contours, c'est-à-dire l'impression d'une double membrane basale avec des interpositions cellulaires par endroits. Et ce sont des images typiques soit d'une microangiopathie thrombotique, soit d'une glomérulonéphrite membrano-proliférative. Ensuite, il y a des lésions sclérosantes au niveau glomérulaire. Vous avez ici une partie du glomérule qui reste normale. Et puis, vous avez cette lésion sclérosante centrale. Et on a également une lésion d'hyalinisation. Donc, c'est ces lésions un peu nodulaires, tout à fait amorphes, qui sont des dépôts protéiques au niveau des glomérules qui vont obstruer le capillaire. Dernière anomalie qu'on peut relever au niveau glomérulaire, ce sont les thromboses. Alors à gauche, on a un thrombus dans l'artériole afférente avec ici au niveau glomérulaire
pas de thrombie visible, peut-être un peu ici. Et à droite, on a la présence de thrombie dans l'ensemble du capillaire avec une nécrose fibrinoïde du glomérule qui est en train de mourir et qui va être perdu et se scléroser secondaire. Enfin, au niveau immunologique, on a trois types de dépôts différents qu'on peut mettre en évidence en immunohistochimie. Le premier, ce sont des dépôts mésangiaux. Donc, on a vraiment ces positivités dans les axes mésangiaux. Les deuxièmes dépôts sont des dépôts sous-épithéliaux, donc c'est-à-dire entre la membrane basale et le podocyte, donc principalement des petits anticorps de type IgG. C'est d'ailleurs ici une immunohistochimie pour l'IgG. C'est le classique de la glomérulonéphrite membraneuse. Et en dessous, à gauche, on a des dépôts sous-endothéliaux tels qu'on va le voir dans les glomérulonéphrite membrano-prolifératives ou dans les néphropathies lupiques, par exemple. J'ai l'habitude d'utiliser les différents compartiments du glomérule pour classer les pathologies. Enfin, quand je dis j'ai l'habitude, euh, ça veut dire que c'est une manière de voir les choses qui est assez répandue et qui est assez claire en fonction de la symptomatologie clinique. Donc, je vais séparer la symptomatologie clinique d'une part en syndrome néphrotique ou des protéinuries isolées qui sont en général dues à des lésions podocytaires. Le syndrome néphritique qui est beaucoup plus aigu, qui est dû à des lésions de l'endothélium, les protéinuries avec des hématuries qui sont asymptomatiques, comme dans la néphropathie IgA ou une glomérulonéphrite lupique de classe 2, ou des protéinuries isolées, comme dans la néphropathie diabétique, par exemple, sont liées à des lésions au niveau du mésangium. Et les hématuries microscopiques isolées sont en général dues à des lésions de la membrane basale. Donc on peut déjà se faire une idée du compartiment qui est lésé en fonction de la symptomatologie clinique du patient. Donc, si on prend d'abord les lésions de type épithélial, c'est-à-dire les protéinuries massives de type néphrotique, donc les lésions du podocyte, normalement, vous avez ces pieds podocytaires au-dessus de la membrane basale glomérulaire qui empêchent le passage des protéines vers vers la lumière urinaire. Avec l'avancement de ces lésions épithéliales, on va avoir une fusion des podocytes et entre les zones de fusion, il existe des trous qui vont permettre aux protéines de passer dans l'espace urinaire et de donner ces protéinuries massives. Donc vous avez ici un glomérule normal avec les pieds podocytaires et ici des fusions des pieds podocytaires avec des trous vraisemblablement entre les zones fusionnées. C'est le classique, donc ici, d'une glomérulonéphrite à lésion minime ou des hyalinoses segmentaires et focales. Alors, les hyalinoses segmentaires et focales s'appellent glomérulosclérose segmentaire et focale en anglais, ce qui est un terme beaucoup plus adéquat parce que ce n'est pas toujours des hyalinoses, mais c'est souvent des lésions sclérotiques. Les hyalinoses segmentaires et focales sont des images qui peuvent être dues à différentes causes. On ne va pas les passer en revue ici. L'objectif n'était pas d'avoir un exposé clinique, mais un exposé pathologique. Deuxième type de lésions épithéliales sont dues à des anticorps qui vont être dirigés contre un antigène podocytaire. Ce sont des IgG qui vont venir se déposer et léser l'épithélium glomérulaire avec le même genre de lésions. On a ces fusions, ces trous et le passage de protéines dans l'espace urinaire. En microscopie électronique, on a ces volumineux dépôts denses ici de la glomérulonéphrite extramembraneuse ou membraneuse entre la membrane basale glomérulaire et le podocyte qui est ici, qui est dédifférencié et qui permet de laisser passer les protéines.
La glomérulonéphrite extramembraneuse, c'est devenu la première cause de syndrome néphrotique de l'adulte. Ce qu'on appelait antérieurement les formes idiopathiques sont maintenant bien reconnues comme étant des formes liées à un anticorps, un auto-anticorps contre les podocytes. Ces auto-anticorps peuvent être, dans 70% des cas, des anticorps contre le récepteur de la phospholipase A2, mais il y a d'autres anticorps, d'autres antigènes qui ont été reconnus maintenant, notamment l'anti-THD-CETA et d'autres plus rares moi je ne peux pas chercher, mais je peux chercher en immunohistochimie les PLA2R et les THD-CETA, ce qui représente en gros 85% des glomérulonéphrite membraneuses. Il y a des causes secondaires aux glomérulonéphrite membraneuses, notamment le lupus, la classe 5 de la néphropathie lupique est une glomérulonéphrite extramembraneuse. Il y a des causes infectieuses, malignes, des causes médicamenteuses et des causes d'immunité, comme dans la greffe médulaire avec des graft versus host disease. Euh, on arrive sur les dépôts, sur les pathologies associées au mésangiome. Alors, ces pathologies peuvent être dues, comme je vous l'ai montré, à des dépôts amorphes. C'est le cas du diabète, de l'hypertension, de l'amylose, de la maladie par dépôt de chaîne légère, la glomérulonéphrite fibrillaire ou la glomérulonéphrite immunotactoïde. Donc, on a des passages de protéines de grande taille, mais amorphes, c'est-à-dire sans immunoréactivité, qui vont former ces zones au niveau mésangial, telles qu'on peut le voir ici dans la néphropathie diabétique ou dans la myloïdose. Les lésions type mésangial peuvent aussi être dues à des complexes humains qui vont donc avoir une immunoréactivité qui va entraîner une activation du complément avec production de cytokines qui vont faire qu'on va avoir d'une part un afflux de cellules inflammatoires parfois ou une prolifération des cellules mésangiales qui vont devenir aussi apoptotiques et ces cellules mésangiales activées vont produire de la matrice extracellulaire avec des épaississements des axes mésangiaux. Donc, ces complexes humains viennent activer les cellules mésangiales. Ces cellules mésangiales peuvent parfois fuser vers les membranes basales glomérulaires et donner ces interpositions cellulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le prototype ici est une glomérulonéphrite membranoproliférative ou peuvent être limitées avec une glomérulonéphrite proliférative mésangiale seule, comme une néphropathie lupique de classe 2 ou une néphropathie AIGA qui est beaucoup plus fréquente en Europe ou en Asie qu'en Afrique. Les lésions les plus graves au niveau glomérulaire situées entre la membrane basale glomérulaire et l'endothélium. L'endothélium étant fenestré, les cellules inflammatoires peuvent être en contact direct avec ces anticorps. Les lésions endothéliales peuvent aussi être dues à des lésions mécaniques directes de l'endothélium ou à euh, des lésions endothéliales immunitaires sans ces dépôts de complexes humains. Une fois qu'on a cette lésion endothéliale, on a une production de chémokine qui fait un afflux inflammatoire cellulaire au niveau du capillaire glomérulaire qui va être obstrué par ces cellules inflammatoires. Je vous ai remis la même image volontairement que celle qui était au début du cours avec ces cellules inflammatoires, ici polynucléaires, notamment dans une glomérulonéphrite post-infectieuse, dans ce cas-ci post-streptococcique. Parfois, ces cellules inflammatoires vont être suffisamment agressives que pour créer des véritables trous et rompre les capillaires glomérulaires, avec passage de cellules inflammatoires dans l'espace urinaire, avec activation des cellules épithéliales pariétales et formation de croissants. C'est ce qu'on a dans les vascularites en cas, par exemple, ou dans certaines néphropathies lupiques, ou même dans certaines glomérulonéphrite post-infectieuses plus sévères. Donc, on a alors dans ces cas-là des ruptures de membrane basale glomérulaire avec de la nécrose fibrinoïde et formation du croissant épithélial. C'est la prolifération extracapillaire qu'on a ici.
Quand on a le syndrome néphritique, donc le syndrome néphritique, je vous rappelle, je ne sais pas si je dois vous faire l'affront de vous rappeler ce que c'est un syndrome néphritique. Il s'agit d'une protéinurie, parfois néphrotique, mais pas toujours, associée à une hématurie, une oligurie, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale aiguë. Ces syndromes néphritiques, d'un point de vue pathologique, peuvent être classifiés en fonction des types de prolifération cellulaire qu'on va voir au niveau glomérulaire. Alors, en fonction de la prolifération endocapillaire, extracapillaire, endocapillaire et prolifération, la présence simple de double contour, on peut diagnostiquer une vascularité en cas ou un syndrome de goutte pasture avec une prolifération extracapillaire isolée, un purpura de Enoch-Schönlein, c'est-à-dire une néphropathie à IgA, un lupus ou une glomérulonéphrite membranoproliférative lorsque c'est endocapillaire ou endocapillaire extracapillaire, et les doubles contours isolés sont généralement vus dans les microangiopathies thrombotiques. Donc, si on reprend ces glomérulonéphrite membranoprolifératives, qui sont une des causes principales du syndrome néphritique, c'est aussi une description pathologique et pas un diagnostic étiologique qu'on peut mettre en évidence. Le primum movens de ces glomérulonéphrite membranoprolifératives, c'est une activation des cellules endothéliales, comme je vous l'ai mentionné préalablement. Cette activation, elle peut être due à des dépôts humains sous-endothéliaux, comme on l'a ici à gauche. Elle peut être due à une hypercoagulabilité, comme dans les microangiopathies thrombotiques. Alors, ça va être moins prolifératif, mais avec des doubles contours beaucoup plus francs. Ça peut être dû à une activation chronique du complément. L'activation chronique du complément, ce sont des troubles de la régulation de la voie alterne du complément, comme les glomérulonéphrite par dépôt de C3 ou les maladies par dépôt dense, donc associées à un néphritic facteur. Mais ça peut aussi être dû à des facteurs purement mécaniques qui agressent l'endothélium, tels que l'hypertension artérielle maligne. On a vu des lésions vasculaires liées à l'hypertension artérielle maligne, mais il y a des lésions glomérulaires également. La classification des glomérulonéphrite membranoproliférative a fortement évolué depuis que je suis étudiant, où on avait une classe 1, classe 2, classe 3 de glomérulonéphrite et on n'y a jamais rien compris. Maintenant, les glomérulonéphrite membranoprolifératives sont classées en fonction des types de dépôts humains qu'on va repérer dans les glomérules. Alors, soit il n'y a pas de dépôt humain, pas d'IgG, pas d'immunoglobuline, pas de C3, et on est dans un contexte de microangiopathie thrombotique, activation de la coagulation, quelle qu'en soit la cause. On va revenir sur les causes de maths plus loin. Soit on a du C3 complètement isolé, il n'y a pas de dépôt d'immunoglobuline, ce n'est pas des complexes humains, c'est une activation du complément, et on a affaire à une glomérulonéphrite par dépôt de C3. Il y a aussi des cas, mais c'est moins fréquent, où on va avoir une glomérulonéphrite membranoproliférative avec des dépôts isolés de C3 liés à une glomérulonéphrite post-infectieuse. Mais en général, on a une prolifération endocapillaire et pas une véritable glomérulonéphrite membranoproliférative. Après, si on a des dépôts de complexes humains, c'est-à-dire des immunoglobulines avec des fractions de complément, les causes peuvent être multiples. Ça peut être lié à des infections telles que dans les hépatites, des infections chroniques de Shunt ou des endocardites, à une auto-immunité comme dans le lupus ou à des paraprotéines comme dans le myélome ou la maladie de Waldenström. Toutes ces pathologies peuvent également être associées à la formation de cryoglobulines avec des types de cryoglobulines différentes en fonction de la pathologie. Et donc, on a ici des complexes humains vrais et dans celle-ci que du dépôt de compléments, ce qui permet de classifier les glomérulonéphrite membranoprolifératives et d'en rechercher une étiologie. Les microangiopathies thrombotiques, elles sont liées, associées cliniquement à une anémie hémolytique avec thrombopénie. On a des atteintes d'organes multiples liées à des thromboses microvasculaires. Et au niveau rénal, on a évidemment des lésions aiguës avec une insuffisance rénale aiguë.
À nouveau, le primo-moven sont des lésions endothéliales qui peuvent être vraiment de différents types, soit liées à des infections. Nous avons eu des épidémies, par exemple, de syndrome hémolytique urémique lié à des chigatoxines et à des Escherichia coli au 157 sur des hamburgers mal conservés en Allemagne. Il y a des causes génétiques, il y a des causes mécaniques. Certains médicaments, notamment les inhibiteurs des calcinurines qu'on retrouve dans la catégorie médicaments, mais aussi post-transplantation. La grossesse est une cause fréquente de microangiopathie thrombotique, notamment la prééclampsie. Et puis, il y a des auto-immunités qui peuvent donner ces images de microangiopathie thrombotique avec des thromboses extensives ici des artérioles afférentes et une ischémie glomérulaire sous-jacente. Alors, j'ai été plus vite que je pensais, mais c'est pas grave. On arrive déjà à l'atteinte de la membrane basale glomérulaire. Je ne sais pas du tout quelle est l'épidémiologie du syndrome d'Alport en Afrique. Le syndrome d'Alport, c'est donc une maladie liée à l'X qui va donner une perte de la triple hélice alpha 3, alpha 4, alpha 5 du collagène au niveau de la membrane basale glomérulaire, qui se manifeste en général dès le plus jeune âge par une hématurie microscopique et qui va se compliquer secondairement d'une protéinurie, puis d'une sclérose glomérulaire avec des patients qui vont arriver en dialyse vers la vingtaine ou la trentaine. Sont généralement des patients masculins puisque c'est une pathologie liée à l'X, mais ça peut aussi être des femmes qui ont un X anormal et une pénétrance assez variable avec des insuffisances rénales terminales plus tard dans la vie que chez les garçons. Le collagène atteint au niveau glomérulaire est également le type de collagène qu'on a au niveau de l'oreille et ces patients sont souvent atteints de surdité, en tout cas pas surdité complète, mais des patients malentendants et il y a aussi des anomalies visuelles. La deuxième pathologie des membranes basales, ce sont les membranes basales glomérulaires fines. Alors ça, c'est une pathologie familiale, ça s'appelle les hématuries familiales bénignes. Ça se manifeste par une hématurie microscopique constante et familiale, mais ça n'évolue pas vers une insuffisance rénale. Il n'y a jamais de protéinurie associée, pas de lésion de sclérose et pas d'insuffisance rénale chez ces patients. C'est pour ça que ça s'appelle membrane basale fine ou hématurie familiale bénigne. Alors, si on essaye de faire un résumé de ce que je vous ai dit, je vais vous faire des résumés dans différents sens. Alors, ce résumé ici va reprendre les différents types de lésions qu'on peut retrouver, les lésions prolifératives, mésangiales, endocapillaires, extracapillaires, prolifération des podocytes ou présence d'une exsudation. Une exsudation sont des cellules inflammatoires polynucléées dans les anses capillaires. La présence de dépôts, que ce soit au niveau du mésangium, que ces dépôts soient nodulaires ou qu'il y ait des dépôts ou des épaississements des membranes basales glomérulaires. L'aspect des membranes basales glomérulaires, présence de spike ou présence de double contour, présence de sclérose ou d'hyalinisation au niveau glomérulaire, thrombie, et les types de dépôts qu'on peut avoir au niveau des différents compartiments, dépôts humains qu'on peut avoir au niveau des différents compartiments. Lorsqu'on regarde, si on coche les cases de ces différentes anomalies présentes, on va pouvoir faire un diagnostic histologique. Donc, le minimal change, eh bien, ce sont des glomérules qui sont tout à fait normaux, il n'y a aucune case cochée. L'hyalynose segmentaire et focale va avoir des lésions sclérosantes, mais s'il s'agit d'une forme collapsante, on va avoir une prolifération podocytaire. Une glomérulonéphrite extramembraneuse, il y a une présence de spike et des dépôts d'IgG et de compléments dans la région sous-épithéliale de la membrane basale glomérulaire. On peut faire l'exercice comme ça avec l'ensemble des anomalies. On ne va pas s'amuser à le faire. Je vous ai mis ce tableau pour en faire un résumé et que vous puissiez éventuellement l'utiliser. Alors, si on le prend dans un autre sens, qui est le sens de la clinique,
en fonction de la présentation clinique du patient, syndrome néphrotique, protéinurie isolée, syndrome néphritique avec un syndrome néphrotique ou pas, protéinurie et hématurie ou hématurie isolée. Donc, vous avez dans la colonne les différents diagnostics différentiels des anomalies histologiques qu'on peut voir. Syndrome néphrotique, le diagnostic différentiel principal, c'est la glomérulonéphrite à lésion minime, l'hyalynose segmentaire et focale, l'AGEM, l'amyloïdose ou les dépôts de chaîne légère, le diabète et la néphrite lipide. Et donc, on peut regarder les différentes colonnes pour les différents symptômes cliniques présentés par le patient, ce qui vous permet de savoir un petit peu ce qu'il faut rechercher chez le patient. Et ce qu'il faut rechercher, bah, c'est au niveau biologique notamment. Alors, vous avez de nouveau les différentes pathologies possibles avec la consommation du complément au niveau biologique. Vous voyez que dans la plupart des syndromes néphrotiques purs, il n'y a pas de consommation de compléments. On va avoir une consommation de compléments principalement lorsqu'on a des lésions endothéliales et donc des néphrites lupiques, des glomérulonéphrite membranoprolifératives. La C3GN, évidemment, va avoir une consommation de complément, mais seulement la fraction C3 du complément. Il existe des anticorps spécifiques que l'on peut rechercher au niveau biologique, donc au niveau des glomérulonéphrite membraneuses, on peut rechercher les anti-PLA2R ou les anti-THD-7A. Dans la néphrite lupique, évidemment, il y a les anticorps antinucléaires et les anticorps DSDNA, pas DAN. Dans la glomérulonéphrite aiguë, on peut rechercher des antistreptolysines. Le C3-nef peut être présent dans certaines C3GN. Évidemment, la présence d'ANCA ou d'anticorps antimembrane basale glomérulaire. Puis d'autres choses sont possibles à rechercher, notamment les immunoélectrophorèses des protéines sériques et les bandes monoclonales dans les pathologies de type amyloïdose ou dépôt de chaîne légère, la présence de cryoglobuline, des bilans génétiques et humains dans les glomérulonéphrite liés à l'activation continue de la voie alterne du complément. Parfois, les IgA sont augmentés dans les néphropathies à IgA telles que le purpura ou la maladie de Berger. Donc voilà un petit peu ma vision, je dirais, simpliste de la néphropathologie et principalement des pathologies glomérulaires. Je pense que la plupart de mes collègues néphrologues n'ont pas cette vue globale de la néphropathologie et ils me demandent souvent des avis pour des choses qui semblent parfois assez simples. Le diagnostic histologique n'est pas toujours facile et pas toujours univoque, mais avec la clinique, avec les bilans biologiques, on peut arriver la plupart du temps à avoir un diagnostic étiologique. Et évidemment, quand on a un diagnostic histologique et étiologique, ça mène à un traitement plus efficace. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert aux questions éventuelles ou aux choses qui n'auraient pas été claires ou qui se seraient passées trop vite pour vous. Voilà. Parfait. Je vous remercie donc, professeur Bovy, pour ce beau tour d'horizon sur la néphropathologie. C'était très très clair et bien structuré. Donc je pense qu'on peut passer aux questions, sauf que je ne vois pas vraiment de... Donc en attendant, je vais peut-être poser une question. Je vais commencer en attendant que les collègues écrivent. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, merci de les écrire sur le chat. Moi, je n'ai Alors, pas de vue sur les autres participants, donc je ne sais pas très bien. Ah voilà, si, pardon, participants. là, il y a 71 Voilà, participants. oui, oui. Il n'y Parfait. a il n'y a pas de questions. On attend. Donc, au fait, moi, j'ai une question concernant la place de l'intelligence artificielle dans le diagnostic histologique rénal. De plus en plus, on voit sur PubMed des articles, donc essentiellement depuis l'article de 2019 qui est apparu sur le Nature Medicine, où les auteurs concluaient essentiellement que, disons, ça faisait aussi bien que les humains, voire peut-être mieux. Il y avait quelques caractéristiques qui échappaient à l'œil de l'humain.
et qu'avec les machines, on arrivait à détecter. Donc, qu'en pensez-vous de cette place-là? Je pense que c'est c'est une question un petit peu piège. En effet, je pense que l'intelligence artificielle, maintenant, on a la possibilité de scanner entièrement les lames de pathologie et je pense que l'avenir, c'est la disparition du microscope et on va lire les lames sur l'ordinateur. On peut scanner l'entièreté des lames et les regarder vraiment comme si c'était sur un microscope, ce qui permet d'utiliser cette intelligence artificielle pour faire le diagnostic. Alors, je pense que l'intelligence artificielle doit faire très très bien pour la plupart des pathologies. Ce que je ne sais pas, c'est si l'intelligence artificielle va être capable de nuancer le diagnostic histologique avec les connaissances cliniques qu'il y a derrière. Donc, moi, je suis néphrologue et je fais la néphropathologie. On a de plus en plus de biopsies de centres qui sont de plus en plus éloignés, justement parce que les cliniciens ont la possibilité d'avoir l'œil du pathologiste et l'avis du néphrologue en même temps sur la biopsie, ce qui veut dire guider le clinicien aussi sur le traitement éventuel. Parce que si l'on a un diagnostic de vascularité en cas, par exemple, bah, l'intelligence artificielle va probablement pas dire au clinicien que, il y a 90% de fibrose, qu'il y a quand même beaucoup de sclérose et que le traitement n'est pas forcément utile ou nécessaire. Il va juste y avoir un diagnostic histologique brut et pas tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où on peut étendre cette intelligence artificielle avec les guidelines de traitement des canigo et que peut-être à un moment, on va mettre la lame dans une machine et on aura un traitement qui sort. Ce serait beau, Oui, c'est sûr. très probablement retraité. Rénal, c'est très bien développé. Ça commence à être, du moins, ça guide vraiment le traitement maintenant. Rejet, pas rejet, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est très, c'est très, très bien développé. Oui. On verra. Donc, Pas de question de l'Assemblée. pas de question. Donc, en Belgique, c'est les c'est les néphrologues qui font la lecture des biopsies, c'est ça? Non, c'est purement liégeois. Donc, dans les autres centres, ce sont des anatomopathologistes qui font les biopsies. Ici à Liège, ça a toujours été un néphrologue. Et quand le néphrologue a pris sa retraite, personne Ouais. en anatomie pathologique ne voulait lire les biopsies rénales. Et donc, j'ai pris la relève et ça convient très très bien aux anatomopathologistes qui ne regardent jamais une biopsie rénale. Donc, même les résidents ne viennent pas les voir. Ah, ok. C'est un peu Non, malheureux. c'est essentiellement, disons, presque à 80%, à part, je pense, un seul centre où les anapathes font la lecture, mais généralement, c'est les néphrologues qui font et l'acte, bien sûr, et la lecture des lames. Alors, voilà, je vois une question. Donc, c'est quoi le HUS du postpartum? Et c'est quoi une glomérulonéphrite fibrillaire? Ça, c'est Monsieur Frédéric Bilombo. Alors, la glomérulonéphrite fibrillaire, c'est une glomérulonéphrite qui est assez mal définie. Ce sont des dépôts que l'on va voir uniquement en microscopie électronique, enfin qu'on va pouvoir identifier uniquement en microscopie électronique comme étant des dépôts fibrillaires complètement anarchiques. Ça ressemble à une amyloïdose, sauf que la taille des fibrilles est un peu différente. Donc, l'amyloïdose, les fibrilles font en général entre 8 et 12 nanomètres, tandis que dans une glomérulonéphrite fibrillaire, on est en général aux alentours, enfin au-dessus de 15 nanomètres. Donc, c'est de taille de fibrilles un peu différente. On n'a pas vraiment d'étiologie, bien qu'il y ait parfois des clones plasmocytaires, ou en tout cas, oui, principalement plasmocytaires monoclonaux qui sont mis en évidence. Et on a maintenant identifié
ces dépôts comme étant une protéine spécifique qui est le DNA JB9 qu'on peut donc mettre en évidence en immunohistochimie. On a cet anticorps chez nous. Ça marche très bien, c'est assez spécifique et assez sensible. Donc, ça permet de confirmer un diagnostic de glomérulonéphrite fibrillaire. C'est une glomérulonéphrite qui n'a pas de traitement très, très efficace. On fait maintenant du rituximab pour ce type de pathologie, mais ça répond dans 50% des cas et en général, on a des syndromes néphrotiques résistants et une évolution vers vers l'insuffisance rénale terminale à terme. J'ai pas entendu la deuxième question. C'est quoi le syndrome hémolytique du hémolytique aigu, urémique du moins, le syndrome urémique hémolytique du postpartum? Alors, cliniquement et physiopathologiquement, je ne peux pas vous dire quelle en est la cause réelle, parce que je ne m'occupe pas du tout des grossesses, c'est ma collègue qui s'occupe des grossesses, mais ça va se manifester exactement comme un syndrome hémolytique urémique qui est lié à soit à une anomalie génétique telle que les facteurs H mutés, soit les infections avec des toxines, etc. Donc, ça va se manifester vraiment comme un syndrome hémolytique urémique avec une hémolyse, avec une insuffisance rénale aiguë. Et c'est une microangiopathie thrombotique qui est mise en évidence d'un point de vue histologique. D'accord, très bien. Là, il y a une autre question, donc une question de pratique courante. Alors, vous vous limitez à quelle taille de rein pour faire la biopsie rénale? Donc ça, c'est une question difficile aussi parce que on se limite très très peu. On fait les biopsies sous contrôle échographique. Donc, les reins uniques, par exemple, c'est pas une contre-indication à faire la biopsie. D'ailleurs, on biopsie beaucoup de greffons qui sont par définition des reins uniques. Maintenant, si on a deux reins dont un est atrophique, je pense qu'il faut toujours biopsier celui qui ne l'est pas parce qu'on va arriver sur de la fibrose. Je pense qu'une néphropathie chronique, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique avec une GFR en dessous de 30 de longue date et des reins qui font moins de 9 cm, vont probablement montrer des lésions de fibrose qui vont pas nous permettre de donner un diagnostic étiologique vraiment fiable, mais c'est pas interdit de le faire si on a un syndrome néphrotique à côté. Des reins mal vascularisés ou en dessous de 8 cm, je pense qu'il ne faut pas les biopsier. D'accord. Alors, une autre question, quelle est la place actuelle des anticorps anti-NEL1 dans le diagnostic de la glomérulonéphrite extramembraneuse? Est-ce que ça remplacerait le PLA2R et le THS7A? Alors, ça remplace rien du tout. 70% des GEM sont associés à un PLA2R, un anticorps anti-PLA2R positif. Il reste 10-15% qui sont positifs pour un anticorps anti-THD-CETA et qui sont donc négatifs pour l'anti-PLA2R. Le reste des anticorps sont des anticorps qui se partagent les pourcents qui restent, c'est-à-dire une quinzaine de pourcents pour les 4-5 anticorps qui sont connus et tous ceux qui ne sont pas connus, parce qu'il y a des tas de glomérulonéphrite membraneuse qui restent négatifs pour tout et qui sont probablement dus à un anticorps qui n'est pas encore identifié. Mais je ne dispose pas, je ne sais pas si cet anticorps est disponible en routine pour l'anti-NEL1. Déjà, le THD-CETA n'est pas fait partout, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des cas positifs que j'ai envoyés à l'extérieur, avant qu'on ait le THD-CETA. Mais pour pouvoir mettre au point une technique, il faut qu'on ait au moins un témoin positif. Si on n'a pas un témoin positif, on ne peut pas mettre la technique au point. Donc, le fait d'avoir un témoin positif et des témoins négatifs permet de mettre au point une technique par anticorps. D'accord. Alors, une autre question, que peut signifier cliniquement la présence d'une nécrose lymphoïde, une nécrose lymphoïde au niveau de l'interstitium? Je vois pas de nécrose Alors, lymphoïde. nécrose lymphoïde, je vois pas ce que c'est. Maintenant, des nécroses tubulaires avec des infiltrés interstitiels sont clairement dues à une inflammation interstitielle. Donc, c'est des signes de néphropathie interstitielle aiguë, quelle qu'en soit la cause, et que ce soit primaire ou secondaire. Je ne sais pas si ça répond à la question, ou alors il faut préciser un peu la.
Si vous voulez éclaircir un tout petit peu la question, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le terme de nécrose lymphoïde. On passe d'après. Alors, comment vous différenciez une HSF primitive et génétique partant des résultats de la microscopie électronique? Alors ça, c'est pas faisable. Euh, donc nous, on va donner un diagnostic d'HSF. Après, ça doit être un diagnostic clinico-biologique. Ça peut pas être un diagnostic qui est fait par la microscopie électronique ou par autre chose. Les images vont être strictement les mêmes. Alors, la différence entre une HSF primaire et secondaire, ça fait couler beaucoup d'encre, mais c'est un diagnostic qui est difficile à faire. En général, d'un point de vue histologique, s'il y a des lésions qui sont des lésions périvasculaires, c'est-à-dire autour du île, du glomérule, on a plutôt tendance à considérer que ce sont des lésions secondaires. Idem si on a une partie des glomérules sains qui sont hypertrophiques, on considère qu'il y a une hyperfiltration et qu'il y a une nœud segmentaire et focale a une chance d'être secondaire. D'un point de vue microscopie électronique, c'est très difficile de se prononcer. On peut évaluer la surface de la membrane basale qui est recouverte de podocytes dédifférenciés, c'est-à-dire fusionnés, mais c'est pas du tout fiable d'un point de vue diagnostic primaire ou secondaire pour une hyalinosyne segmentaire focale. Donc c'est le clinicien qui doit faire ce diagnostic. Effectivement, essentiellement sur le contexte et essentiellement à par la suite l'évolution des fois. Alors, en l'absence d'anatomie d'anapath, donc de diagnostic histologique, peut-on se fier aux résultats des anticorps spécifiques pour le diagnostic et traité? Je pense là qu'il parle de la GEM. Est-ce qu'on peut se fier pour poser le diagnostic si on a des anti-PLA2R, je pense, hein, je reformule la question parce que là, c'est pas très clair. Si on a des anticorps anti-PLA2R positifs, est-ce qu'on peut faire le diagnostic et commencer le traitement? Alors, je pense que oui. Si on a un syndrome néphrotique pur avec des anti-PLA2R positifs, on pourrait se contenter de ça. Nous, on ne le fait pas, on fait quand même un diagnostic histologique. Aussi, pour avoir une idée du pronostic, de la fibrose interstitielle associée, du niveau de sclérose, parce que toutes ces GEM peuvent être compliquées de sclérose segmentaire et focale secondaire, et donc de lésions qui vont évoluer vers une insuffisance rénale. Donc, en général, on fait la biopsie. Mais je pense que si vous avez un anticorps anti-PLA2R positif et un syndrome néphrotique pur, on pourrait très bien se contenter de ça pour traiter le patient. Alors, si la question est plus large, les antimembranes basales glomérulaires ou les ANCA sont aussi des anticorps qui sont assez spécifiques et qui sont pathogènes. Et donc, si vous avez une insuffisance rénale aiguë avec une protéinurie et une hématurie microscopique et des ANCA, je pense que on a toutes les chances que ce soit en effet bien une vascularité en cas, surtout si les encas sont bien spécifiés en anti-PR3 ou en anti-MPO, avec un titre significatif. On pourrait se contenter de ça aussi, mais à nouveau, en fonction de la quantité de glomérules atteints par la prolifération extracapillaire, on est devant une glomérulonéphrite rapidement progressive ou non, le nombre de glomérules sclérosés, en fonction de la fonction rénale, c'est difficile à évaluer la fonction rénale dans une insuffisance rénale aiguë, ça va quand même donner une idée pronostique et donc orienter parfois le traitement, puisque maintenant, dans les glomérulonéphrite rapidement progressives, avec une grande proportion de croissants et une insuffisance rénale aiguë rapidement progressive, on va utiliser une association endoxan-rituximab plutôt que d'utiliser le rituximab seul ou l'endoxan seul. Donc, je pense que la biopsie a encore sa place, même si le diagnostic étiologique est posé, mais d'un point de vue thérapeutique et d'un point de vue pronostic, ça reste important d'avoir une histologie. Effectivement. Donc pour les anti-PLA2R, donc sur les dernières recommandations des CADIGO, bah, ça suffit à poser le diagnostic positif de GEM. Pour les vascularités douces, si jamais on a une contre-indication à la biopsie, je ne sais pas, un taux de plaquettes ou un taux d'hémoglobine bas, ou on a un souci pour faire la biopsie, il ne faut pas hésiter à démarrer le traitement si on a des encas ou un contexte avec des encas ou des anti-MBG positifs. Il ne faut pas retarder le diagnostic.
Alors, une autre question. Dans les pays où il n'y a pas de biopsie, que faire pour le diagnostic? Est-ce que la clinique seule suffit? À nouveau, la clinique, c'est très mauvais, ça c'est sûr, hein. Maintenant, là, je vous ai mis un tableau où vous pouvez déjà avoir un diagnostic différentiel en fonction de la présentation clinique. Je pense que ça peut être utile, mais la clinique suffit pas. Alors, les anticorps, tels qu'on vient de répondre à la question précédente, peuvent aider, peuvent suffire. Après, je pense qu'il y a toujours des collaborations qui sont possibles. Moi, je reçois de temps en temps une biopsie d'Algérie, par exemple, pour des diagnostics difficiles où le néphrologue algérien m'envoie du tissu. On le fait tout à fait bénévolement. Le laboratoire est tout à fait d'accord de ne pas faire payer ce genre de choses. Maintenant, évidemment, si on m'envoie 200 biopsies, ça devient plus compliqué à faire passer au chef de service, mais on peut, dans des cas difficiles, aider au diagnostic histologique, nous ou n'importe quel centre qui dispose d'un pathologiste rénale, quoi. D'accord. Alors, une autre question, c'est quoi la relation entre sclérose mésangiale diffuse et hyalinose segmentaire et focale? Alors, sclérose mésangiale diffuse, c'est pas une hyalinose segmentaire et focale, c'est deux choses complètement différentes. Une sclérose mésangiale, euh, ça dépend si elle est nodulaire ou pas. Euh, Une pure sclérose mésangiale est principalement due, à mon avis, à des pathologies soit vasculaires, soit diabétiques. À partir du moment où on a une sclérose mésangiale nodulaire, il y a 5 diagnostics principaux à avoir en tête. C'est le diabète, qui me Wilson, c'est l'amyloïdose, le dépôt de chaîne légère, la glomérulonéphrite fibrillaire et la glomérulonéphrite hypotactoïde qui vont avoir un peu le même genre de présentation. Alors, le diagnostic différentiel entre ces 5 types de glomérulosclérose nodulaire, mésangiale nodulaire, bah, c'est sur base des anticorps et des colorations spéciales, le rouge Congo pour l'amyloïdose, les chaînes légères pour l'amyloïdose ou pour les dépôts de chaînes légères, le DNAJB9 pour les fibrillaires, et puis les immunotactoïdes, il faut aller jusqu'à la microscopie électronique où on a des microtubules qui se déposent à la place de fibrilles, comme on peut l'avoir dans la fibrillaire ou l'amyloïdose, ou de collagène, comme on l'a dans la glomérulosclérose diabétique. Voilà, c'est la seule réponse que je vois à cette question. D'accord. Par la suite, au fait, la question d'après, donc est-ce que faudra-t-il envisager un follow-up biopsique pour les lésions lupiques? C'est-à-dire, je pense, est-ce qu'on doit faire les biopsies protocolaires? Kadima, est-ce que vous voulez éclaircir un tout petit peu votre question? Alors, enfin, je pense voir le sens de la question. Euh, la réponse n'est pas encore très très claire, mais il y a une étude qui est en cours sur ce sujet qui s'appelle Rebiolup et qui est donc en effet le fait de biopsier plusieurs fois une néphropathie lupique en fonction de l'évolution pour voir quelle est l'évolution et surtout rebiopsier les patients qui sont en rechute d'une néphropathie lupique connue parce que la présentation n'est pas toujours la même d'une rechute à l'autre. On peut très bien passer d'une classe 3 à une classe 4 ou d'une classe 2 à une classe 5 et évidemment le traitement va être différent. Donc je pense qu'en effet c'est intéressant à faire dans certains cas en pesant le pour et contre du danger de la biopsie évidemment. Et à nouveau, le pronostic est intéressant à voir parce qu'avec les rechutes successives, il va s'installer de la fibrose, une insuffisance rénale de plus en plus avancée et il va arriver un moment où donner un traitement immunosuppresseur agressif tel qu'on peut le faire pour les glomérulonéphrite lupiques alors qu'on est dans un contexte de passage à chronicité, ça semble pas tout à fait adéquat. Dans le moindre doute, je pense qu'il faut rebiopsier, oui. Nous aussi, voilà, si on a à chaque fois, on écoute et bien sûr, on élimine tout ce qui est contre-indication. On fait la biopsie essentiellement pour voir
quelle classe, mais essentiellement pour guider le traitement et voir le pronostic. Oui. Alors, une question concernant la glomérulonéphrite immunotactoïde. Elle se traduirait histologiquement. Par quoi se traduit histologiquement la glomérulonéphrite immunotactoïde? Donc, je viens d'en parler la question auparavant. C'est en général par une glomérulosclérose nodulaire, telle que la glomérulosclérose diabétique ou l'amyloïdose, mais avec un rouge Congo qui est négatif et chez un patient qui n'est pas diabétique. Et surtout, on a pris l'habitude, lorsqu'il y a des dépôts nodulaires mésangiaux chez un diabétique, de malgré tout faire une microscopie électronique pour s'assurer que ces dépôts sont bien dus à la glomérulosclérose diabétique et pas dus à une autre pathologie, parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, comment faire la différence entre une néphrosclérose bénigne et une HTA maligne à la biopsie? Bon, C'est ça. C'est l'évolution clinique qui est complètement différente la plupart du temps. C'est pas une question qui se pose au niveau histologique. L'hypertension artérielle maligne, elle va se manifester par une insuffisance rénale aiguë et même des signes de microangiopathie thrombotique, tandis qu'une néphrosclérose bénigne, c'est une évolution très largement chronique chez un patient chroniquement hypertendu depuis 20 ans, avec une fonction rénale qui s'étiole au fil du temps, avec une microalbuminurie d'abord, avec une protéinurie plus importante par la suite, ce qu'on ne va pas retrouver dans les hypertensions artérielles malignes. Donc, le diagnostic est principalement clinique. Je veux dire, c'est pas la même présentation clinique. D'accord. Donc là, il y a docteur Amouche qui rectifie sa question et il dit qu'au fait, il voulait parler de la présence des nodules lymphoïdes. Donc, que veut dire la présence de nodules lymphoïdes au niveau de l'interstitium? Alors, il y a des nodules lymphoïdes qui sont tout à fait physiologiques, qu'on peut voir au niveau de l'interstitium. La seule chose qui n'est pas normale au niveau interstitiel comme nodule, si on peut appeler ça des nodules, c'est la présence de granulomes. Des nodules lymphoïdes qui sont pas associés à de l'agressivité vis-à-vis des épithéliats, c'est-à-dire de la tubulite, etc., peuvent être tout à fait physiologiques. Mais parfois, ces nodules prennent un aspect granulomateux, qui est tout à fait différent, qu'on peut mettre aussi en évidence avec un CD68, par exemple, qui met en évidence les macrophages. Si on a une glomérulonéphrite, néphrite interstitielle granulomateuse, il faut évoquer un diagnostic en général de sarcoïdose ou alors d'infection mycobactérienne, mais c'est vraiment exceptionnel chez nous. Je ne sais pas quelle est la prévalence en Afrique, mais en tout cas, chez nous, des atteintes infectieuses mycobactériennes rénales, ça reste l'exception. Mais on peut faire des cultures de mycobactéries sur du tissu rénal prélevé, ça pose pas de problème. C'est de la routine. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un seuil ou un titre d'anticorps anti-PLA2R qui définit le pronostic rénal? Pas le diagnostic, mais le pronostic rénal. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de seuil qui définit le pronostic rénal, mais le suivi du titre des anti-PLA2R permet de, un, s'assurer d'une efficacité thérapeutique et deux, de prévenir la possibilité d'une rechute. Mais il n'y a pas un titre qui dit que ça va être plus grave ou moins grave. Oui. On ne peut pas se baser là-dessus pour décider de traiter. Ouais. Alors, quelle est la signification d'une réaction gigantocellulaire autour d'un dépôt d'oxalate isolé? Alors, je ne sais pas si ça a une signification particulière, mais tous ces cristaux sont susceptibles de donner des réactions cellulaires, notamment les calcifications, mais les cristaux d'oxalate, les cylindres protéiques tels que des protéines anormales dans le myélome, par exemple. Et ces réactions cellulaires sont souvent gigantocellulaires. Maintenant, je ne sais pas si ça a une signification particulière au niveau d'un dépôt d'oxalate. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Une autre question, donc la classification de Banff, à quoi correspondent histologiquement les lésions de néphropathie à polyomavirus? À quoi correspondent les lésions d'une néphropathie à polyomavirus? Je vois Donc, pas.
rapport Donc, pas. le poliomavirus au niveau histologique, il se manifeste exactement de la même manière qu'un rejet cellulaire, c'est-à-dire un infiltrat interstitiel avec de la tubulite. Donc, on a exactement le même genre d'image. La seule différence, c'est qu'on peut parfois avoir des atypies nucléaires avec des petites inclusions dans les noyaux des cellules épithéliales tubulaires. Et surtout, on dispose d'une immunohistochimie qui permet de mettre en évidence le virus dans les noyaux des cellules épithéliales, ce qui permet de faire le diagnostic. Alors, on le fait en général pas si la PCR sanguine est négative, mais une fois que la PCR sanguine est positive, on n'hésite pas à demander cette immunohistochimie pour le JC, oui, le virus, le SV40, qui est le poliomavirus BK. Effectivement. Donc, je vous rappelle que la classification de Ban, c'est pour tout ce qui est transplantation. Donc là, la néphropathie à poliomavirus, certes, on les voit chez les transplantés, on voit la tubulite, on voit les noyaux, mais ça ne rentre pas dans la classification de. On ne peut pas la classer dans la classification de Ban. Bon, il y a une classification malgré tout de la sévérité du poliomavirus BK dans la classification de Banff, mais c'est juste une classification de sévérité d'atteinte, quoi. C'est pas une classification spécifique. Ouais. Et là, une dernière question, docteur Hamouche, il vous dit, j'ai une patiente âgée de 68 ans en cas anti-MPO positif, mais néphropathie lupique classe 4 en histologie avec présence de deux nodules lymphoïdes au niveau de l'interstitium. Que signifient ces deux nodules lymphoïdes? J'ai j'ai pas de, j'ai pas de réponse à ça. Il faudrait voir la biopsie, mais s'il y a une classe 4 lupique et qu'il y a des cellules inflammatoires au niveau interstitiel, il est vraisemblable que ces cellules inflammatoires présentent une certaine agressivité et qu'il s'agit de zones infiltrées avec une néphropathie tubulo-interstitielle aiguë d'accompagnement de la néphropathie lupique. C'est un peu étonnant d'avoir une néphropathie lupique avec des cas positifs, mais bon, voilà, pourquoi pas. Parfait. Donc là aussi, il vous demande est-ce que c'est possible d'avoir la présentation? Euh, Oui, la présentation est tout à fait libre. Donc, je pense que ce webinaire est enregistré, si j'ai bien entendu. Maintenant, je peux vous donner une adresse email si vous avez de quoi noter, ou je peux peut-être la noter dans les messages moi-même. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la donner. Vous m'envoyez votre adresse email en me disant que vous voulez la présentation, et puis je vous l'envoie. Voilà, je pense que est-ce que non, c'est bon. vous avez accès à mon adresse mail, donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail et je vous renverrai la présentation, probablement en format PDF, parce que sinon c'est trop gros avec le nombre d'images qu'il y a, mais voilà. Parfait. Merci beaucoup, professeur Bobby. Je pense Mais de que rien. on a fait le tour des questions. Euh, je pense qu'on peut, on est donc on a fait un bon timing. Je pense qu'on peut clôturer le webinar s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que voilà, je le répète, si vous avez des cas, vous n'avez pas de disponibilité de pathologiste chez vous, et que vous avez des cas que vous êtes dans la possibilité de faire une biopsie, n'hésitez pas à me contacter par le même mail et je recevrai vos biopsies, pour autant que ce ne soit pas des biopsies à la brouette, hein, il faut que ce soit parcimonieux et que ce soit des cas bien sélectionnés, mais on peut éventuellement faire l'histologie pour vos patients ou rajouter des compléments d'information. Je veux dire, si vous avez un pathologiste qui vous a donné un diagnostic, mais que vous voulez aller plus loin avec un anticorps spécifique, pour autant qu'il soit disponible chez nous, c'est aussi possible de le faire en ayant le bloc. Et comme on fait tout sur les blocs raffinés, ben, ça facilite les choses par rapport à du tissu frais congelé, par exemple, qui est beaucoup plus difficile à couper, à transporter et à mettre, à techniquer, quoi. Donc la paraffine, c'est assez simple, même de la blanche suffit pour qu'on puisse faire un examen dessus. parfait.
c'est bien clair. Donc, je pense qu'on va rester là et on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie encore une fois, donc, professeur Bobby, c'était très bien, c'était bien clair et à la prochaine. Voilà, au revoir, bonne soirée à tous.